Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette nouvelle interview sur KineoWeb. Aujourd'hui, on va voir comment réussir l'aménagement de son cabinet sans exploser son budget. On parlera matériel, ergonomie, normes d'accessibilité et confort des thérapeutes et des patients parce que ça aussi c'est important. Et pour développer tous ces sujets, c'est un immense plaisir d'accueillir de nouveau Cédric Daniel qui va partager son expérience. Bonjour Cédric. Et on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Quelle stratégie recommandes-tu pour optimiser le budget tout en garantissant une installation fonctionnelle et efficace? Alors pour moi, bien sûr, le choix du matériel quand on décide de créer un cabinet, c'est un moment important puisque en tant que kiné, il y a quand même plein d'outils qui peuvent être mis à notre disposition. Alors, je précise bien que je suis assez attaché au fait qu'on soit masseur kiné et pas souvent maintenant les gens ne parlent plus que de kiné. Mais le premier outil que l'on a, il coûte rien, c'est nos mains. Et voilà, ça c'est déjà le premier outil de qualité dont on est sûr, ce sont nos mains. Après, ben oui, on a plein de possibilités, soit de matériel, soit de technologies qui sont à disposition des kinés. Et comme on avait déjà abordé le sujet dans d'autres petites interviews que l'on avait fait, l'essentiel pour moi, c'est de mettre en place le bon cahier des charges à la base. Et si on a un bon cahier des charges mis en place, ça nous permettra d'optimiser les dépenses et on sera précis dans le choix du matériel, dans le choix des équipements. Après, un autre élément dans l'équipement du cabinet, il y a bien sûr le matériel, les technologies, mais il y a aussi l'environnement. On sera peut-être amené à en parler un petit peu plus tard dans l'interview, mais l'environnement, le cabinet, la déco, tous les éléments qui permettent de bien se sentir et pour le thérapeute sur son lieu de travail et pour le patient dans son lieu de rééducation. L'environnement est très important aussi. Mais tout ça, ça fait partie de ce fameux cahier des charges dont on parle très souvent. D'accord, très bien. Effectivement, on avait fait toute une vidéo sur le cahier des charges. On avait commencé par ça d'ailleurs parce que c'est vraiment la base. On va revenir un petit peu sur la partie équipement médical. Justement, comment on fait pour intégrer un équipement médical de qualité tout en respectant les contraintes budgétaires? Quels sont les critères essentiels pour choisir du matériel médical et fiable et adapté au cabinet? Alors, il suffit de venir sur un salon comme le Rééduca, qui est un petit peu la grande messe annuelle des kinés sur Paris, pour voir tout le panel d'outils qui peuvent servir à la rééducation, comme je le disais avant, soit par du matériel de rééducation, soit par des technologies. C'est sûr qu'il y a foison d'outils pour le kiné. C'est pour ça que je reviens sur cette notion de cahier des charges, parce qu'en fonction de la thérapeutique que voudra faire le kiné, la façon qu'il a de travailler, ce sera de bien choisir quelles sont les technologies les plus adaptées, quels sont les outils les plus adaptés. Ça ne sert à rien d'essayer d'avoir plein de choses. Je pense qu'il vaut mieux être pertinent, notamment avec les technologies, que ce soit tout ce qui va être par le laser, la T-card-thérapie, toutes ces technologies que l'on peut voir qui aident le kiné dans son soin. Je pense que c'est ma façon de voir les choses. Vaut mieux s'équiper avec du matériel de qualité, qui sera peut-être un peu onéreux, mais si on est pertinent dans le choix, ça ne sert à rien de vouloir tout avoir certains éléments, mais bien les maîtriser, ce sera gage de soins de qualité. D'accord, donc on va vraiment cibler le matériel déjà par rapport à son cabinet, à ses spécificités d'exercice éventuellement, et vraiment choisir de façon très précise le matériel qu'on veut utiliser pour que ça dure dans le temps, c'est ça, et que ce soit le plus pertinent possible. Ah, ok. Et en termes, il y a le matériel, tu parlais des mains aussi, on va en revenir un petit peu dessus, mais il y a aussi toute la partie ergonomie aussi du cabinet. Comment s'assurer que l'aménagement du cabinet est ergonomique justement pour les professionnels, mais aussi pour les patients? Quels sont les avantages d'un espace bien pensé en termes d'efficacité de traitement et de confort de patient? Alors déjà, je pense qu'un des éléments pour répondre à ça, c'est la façon de faire dans le projet, c'est-à-dire de s'encadrer de professionnels. Dans le domaine de l'ergonomie, dans le domaine de l'aménagement, on peut faire appel à des architectes intérieurs, à des architectes tout court, qui nous permettent, c'est eux qui auront aussi l'expérience de l'organisation des volumes et comment dire, le mélange, le brainstorming entre un architecte qui, lui, a
toutes les connaissances à la fois sur les circulations, sur les normes aussi. Parce que quand on a un cabinet, on va accueillir du public. Donc, on est obligé de répondre à certaines normes d'accessibilité, à certaines normes de circulation dans le cabinet, à certaines normes d'évacuation aussi. Tout ça, le fait de s'encadrer de professionnels dans le domaine permettra de ne pas passer à côté. Et quand on parle de respect de budget, c'est souvent ça la problématique dans la création quand on a un projet, quand on veut créer un cabinet, ce sont les coûts surprises. C'est-à-dire, on est parti, on avait une certaine idée, et tac, il y a un truc qu'on n'avait pas prévu, et on est dans le chantier. Le plaquiste, il est avec son matos dans les mains et il dit bon ben je fais ou je fais pas. Et là, ben on peut avoir des surprises et c'est ça les coûts supplémentaires dans un projet, c'est les choix de dernière minute qui peuvent être faits à la va-vite dans la précipitation parce que ben il faut faire. Il y a des engagements au niveau timing pour l'ouverture et tout ça. Et je pense, pour l'avoir vécu dans plusieurs créations de cabinets, le pire, ce sont les choix de dernier moment, les choix faits dans la précipitation qui amènent à des dépenses supplémentaires. Donc, on en revient toujours à la même chose, un bon cahier des charges, bien prévoir les choses, bien organiser les choses, s'encadrer avec des professionnels du domaine, ça permettra de diminuer les risques. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas, mais ça permettra de diminuer les risques. Je vois de plus en plus sur des forums, des échanges entre kinés qui s'installent. Alors, c'est sûr, de partager les expériences, c'est génial, mais des échanges comme ça risque d'amener à du bricolage aussi. Et à vouloir essayer de faire par soi-même, par souci d'économie, c'est pas forcément une économie. C'est comme si on cherche à créer un site internet. Je pense qu'il faut faire appel à des professionnels dans le domaine et pas essayer de bricoler par soi-même. Déjà, ça prendra du temps parce que c'est pas notre domaine et il y aura jamais le résultat d'un pro. Forcément, c'est sûr que c'est important d'être bien entouré. Donc, ben pour un bon aménagement, que ce soit à la fois ergonomique pour le kiné et confortable pour le patient, c'est vrai que de passer par des professionnels comme un architecte d'intérieur ou un architecte tout court, ça peut être très très intéressant parce qu'il a l'habitude justement de travailler sur ces volumes-là. Et pour le kiné, c'est aussi bah, de réfléchir à toute l'organisation pour le coup de son utilisation au quotidien du matériel qu'il va avoir, des espaces qu'il va organiser, et c'est vraiment très pertinent. Donc vraiment se faire entourer effectivement par des professionnels pour ça. D'ailleurs, avec Impulsio, tu travailles avec une architecte d'intérieur, il me semble, ou plusieurs, je sais plus. Oui, tout à fait. Alors, je rebondis juste sur ce que tu as dit avant. Euh, pour moi, ce qui est important, c'est le mélange des idées, le brainstorming qui se fera entre l'architecte et le praticien, parce que l'architecte a forcément sa vision de professionnel de l'aménagement, de professionnel de l'organisation du volume, mais lui ne connaît pas forcément les contraintes liées aux professionnels de santé dans son quotidien. Donc, c'est vraiment au kiné de bien expliquer aux gens qui l'entourent la façon qu'il a de travailler pour pouvoir optimiser les choses. Et c'est pour ça que c'est vrai qu'au sein d'Impulsio, on travaille avec une architecte qui elle est spécialisée dans l'organisation des environnements de santé et qui a la double casquette et architecte d'intérieur parce que ben pareil c'est un ensemble tout ça et je voulais vraiment travailler avec quelqu'un qui a cette double compétence. Donc, c'est souvent l'échange entre mon expérience, quand on a des projets de création de cabinet, entre mon expérience de praticien, mon utilisation au quotidien et ses connaissances et son expérience dans le domaine médical en tant qu'architecte qui permet d'avoir un projet plus abouti. Ouais, c'est vraiment un travail d'équipe. Tu parlais un petit peu des normes d'accessibilité, justement, comment on gère ça. Donc, l'architecte, encore une fois, est quelqu'un de très bien placé pour ça. Comment ça se passe plus précisément? Alors, il faut avoir à l'esprit que ça dépend de l'environnement dans lequel on va faire ce projet. Si on s'installe au centre-ville avec éventuellement des bâtiments qui peuvent être classés ou avec les normes par rapport aux bâtiments de France à proximité, il peut y avoir plein de contraintes vraiment très techniques qui peuvent être liées à l'environnement historique du bâtiment ou au bâtiment par lui-même. Et dans ces cas-là,
c'est là que c'est d'autant plus important de faire appel à des professionnels parce que c'est l'archi qui ira se renseigner sur les réglementations locales. C'est lui qui saura avoir les échanges avec les acteurs locaux dans le domaine, que ce soit les architectes aux ABF, donc les bâtiments de France, ou les gens de la mairie, ou toutes les personnes en charge des éléments techniques. L'architecte aura, entre guillemets, le même langage, ils sauront échanger ensemble et on peut adapter. J'ai déjà eu des projets dans des bâtiments qui avaient des impératifs, tout bêtement, quelques petites marches à l'entrée parce que c'est un vieux bâtiment et on n'a pas le droit de faire de modifications parce qu'il est classé. Et ben, dans ces cas-là, on peut obtenir des dérogations, on peut obtenir des aménagements, on peut aussi obtenir des aides à l'aménagement. Et tout ça, c'est, comme dit, l'architecte, lui, saura faire. Donc, faire appel aux pros, c'est aussi, dans l'idée toujours du budget, c'est s'assurer de ne pas avoir de mauvaises surprises et pas avoir, lors de la visite d'entrée, par exemple, comment dire, des pompiers ou autres, lorsque l'on veut vérifier qu'on ait des bonnes accessibilités, que l'on nous dise, ah ben non, là, c'est pas possible. Ça, c'est la surprise au dernier moment et on est amené peut-être à devoir faire une plateforme d'accès ou autre et c'est là les surcoûts surprises et c'est eux qui peuvent nous mettre dedans des fois. Et oui, tout à fait. En plus, comme tu disais, se faire accompagner par des professionnels, ça permet aussi d'avoir des retours sur des financements qui peuvent être demandés. Et ça, c'est vrai que quand on est tout seul, trouver toutes ces informations-là, c'est pas toujours évident. On n'y pense pas forcément déjà. Et ensuite, on se retrouve un petit peu limité par ça. Alors que là, quand on a toute une équipe derrière, ça permet vraiment déjà de maîtriser ses coûts, contrairement à ce qu'on peut penser, mais en plus d'avoir de les maîtriser avec l'aide de financement, par exemple, auquel on ne pense pas forcément. Ouais, et puis j'en reviens, on va penser que je radote, mais on en revient à cette idée de cahier des charges. Si on a prévu les choses en amont, si on a pris le temps de faire les choses correctement, si on a challengé les idées que l'on avait, ça permettra d'avoir une vision une vision du projet et donc de budgétiser tout ça et de vraiment avancer en toute connaissance des éléments et pas avoir de surprise. Hmm. Le maintien d'un budget, c'est avant tout diminuer le risque de surprise et c'est ça les surcoûts. D'accord, super. Et tu parlais un petit peu tout à l'heure de la partie esthétique, justement dans la conception de cabinet. Alors, est-ce que c'est possible, avec déjà tout ce qu'on vient de voir, d'avoir aussi la partie esthétique, d'avoir ce côté un petit peu personnel, on va parler même d'identité visuelle, et pourquoi est-ce que c'est important? Alors, première chose, à ta question, pourquoi c'est important? Je pense que pour qu'une rééducation se passe bien, pour qu'il y ait et une rééducation qui se passe bien, pour moi, c'est une rééducation qui a du résultat. C'est-à-dire que l'objectif, c'est qu'on voit le patient le moins longtemps possible. C'est-à-dire qu'on aura solutionné son problème le plus vite possible. Et pour ça, je pense qu'il est important d'avoir un thérapeute qui se sente bien dans son environnement. Donc, on y passe beaucoup de temps dans nos cabinets. Quand on fait du libéral, c'est vraiment, on est plus au cabinet que chez nous dans une journée. Et l'environnement de travail du kinésithérapeute est hyper important pour qu'ils y sentent bien. Ça, c'est une chose. D'un autre côté, on le sait, un patient qui se sent bien encadré, qui se sent bien dans son environnement de rééducation, s'investira plus dans sa rééducation que le patient qui arrive dans un environnement lugubre avec un kiné qui tire la tronche, qui est pas motivé, ça tirera pas vers le haut tout ça. Alors que si on arrive dans un endroit qui est lumineux, un endroit où on voit que les thérapeutes sont rayonnants, épanouis, se sentent bien, tout ça, ça va amener une dynamique qui va faire que le soin se passera mieux. Et pour avoir un environnement sympa et lumineux, on n'est pas obligé de mettre des millions. De toute façon, les murs, une fois qu'ils sont faits, faut les peindre, faut les décorer. Alors, le budget peinture, oui, on peut mettre du blanc partout, ce sera neutre, mais ça ne représentera pas forcément l'identité du cabinet. Alors que de personnaliser en mettant des murs de certaines couleurs, en choisissant quand tu parlais de charte graphique, si en amont, toujours dans cette idée de cahier des charges, on définit, tiens, voilà, la couleur, un petit peu le lien de tout le cabinet, il y a une certaine cohérence au niveau déco.
juste par les couleurs. Et un pot de peinture bleue ou un pot de peinture rouge, il coûtera le même prix. C'est pas ça le souci. Mais par contre, d'amener des choses variées, ben, ça va amener un cabinet qui donne envie. Pour donner un exemple, dans ma structure, chaque kiné a sa salle de soins, donc, et chacun est libre du choix des couleurs des murs. Et après, au niveau des espaces communs du cabinet, c'est-à-dire la salle d'attente, le plateau technique, la salle de pause, et ben là, on respecte la charte graphique qu'on s'est donnée globale du cabinet avec nos couleurs, nos codes de décoration. Ok, donc Mais c'est je pense que un cabinet, une déco peut être peu onéreuse, rien que par les couleurs, par exemple. ouais, super. C'est vrai que le premier sens qui nous dirige, c'est quand même la vue dans la plupart des cas. Mais on se rend pas tout à fait compte de tout ce que ça implique en fait au niveau inconscient aussi. Et c'est vrai que simplement de choisir des couleurs, ça coûte pas plus cher que une couleur qu'une autre, mais d'y réfléchir avant par rapport à ses goûts à soi, puisque comme tu le disais, on passe beaucoup de temps aussi dans le cabinet sur son lieu de travail. Ça va avoir un impact aussi sur soi et d'avoir cette cohérence aussi entre dans toute la communication qu'il peut y avoir autour. C'est hyper important parce qu'on a vraiment ce fil conducteur finalement. Et c'est vrai que moi, quand je crée des sites internet sur des cabinets qui sont déjà existants, on part vraiment du code couleur. Je demande toujours des photos du cabinet et on va partir sur le code couleur qui est déjà en place pour avoir cette unité-là aussi. Et ça, c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte au début, mais il y a vraiment à la fois ce fil conducteur et ces impacts qui sont parfois inconscients sur les personnes, que ce soit le praticien ou le patient, évidemment. Donc, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose par rapport à cette thématique-là. Si tu as un petit mot de la fin, c'est le bon moment. Ben, je pense que ce qui est important à retenir sur toute cet échange et cette petite interview qu'on a fait ce matin, c'est la qualité de l'environnement pour la qualité du soin. Le patient sera beaucoup plus investi s'il arrive dans un environnement qui respire l'ambiance sympa. Il y aura un autre investissement dans la rééduque et ce sera ça qui sera gage de réussite. Alors oui, choisir du matériel, c'est important. Être performant dans le choix de son matériel, c'est important. Mais avant tout, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir un kiné qui a la banane, d'avoir un kiné qui est motivé par son job. Et ça, alors oui, certains kinés ont de la sensibilité avec le matériel, la physiothérapie, le matériel de renforcement musculaire ou autre, mais je pense qu'avant tout, le principal outil dans la rééducation, le principal outil, c'est le guide, et le guide, c'est le kiné. Donc, c'est le kiné, c'est ses mains, et si le kiné, il a le sourire, si le kiné se sent bien dans son environnement aussi, ben, il guidera bien son patient, et son patient, ce sera gage de réussite dans sa rééducation. Et puis, ben, pour résumer un petit peu tout ce que l'on a dit, c'est sûr que ben, faire appel à des professionnels dans le domaine de l'aménagement ou dans le domaine du développement, et ben, c'est ça aussi qui garantira un projet qui respectera les budgets. Et qui, si on dit respecter les budgets, on est dans le cercle du kiné qui ne sera pas stressé, du kiné qui sera serein et du kiné qui pourra se consacrer à ses patients. Un joli cercle vertueux, finalement. Bah, écoute, merci beaucoup Exactement. pour ton temps à nouveau et ce sera un plaisir de faire sur une prochaine thématique une nouvelle interview et je te souhaite une super journée. Merci. Pareil pour toi. Très bonne journée. À bientôt. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était encore une fois un immense plaisir de faire cette interview. Je te laisse aimer, partager, commenter et bien sûr t'abonner. Et surtout, n'oublie pas, ensemble, valorisons votre expertise.